Au cœur du Haut-Atlas marocain, l'eau est une ressource rare. Le climat semi-aride ne laisse place qu'à quelques mois de précipitations par an. Depuis des siècles, les Berbères ont su s'adapter à cet environnement hostile, transformant des vallées arides en véritables oasis. Pourtant, les sécheresses récurrentes de ces dernières années, probables signes d'un changement climatique en cours, inquiètent les plus anciens. La gestion de l'eau est un défi majeur que le petit village isolé de Tizi Noucheg veut relever. Pour Rachid, président de l'association du village, l'avenir des habitants en dépend. Il est sur le point de réussir son pari, faire de Tizi Noucheg le premier village de la vallée à maîtriser la gestion de son eau, depuis le captage des sources jusqu'à la réutilisation des eaux usées pour l'irrigation. Le Haut-Atlas, massif le plus élevé d'Afrique du Nord, forme une immense barrière de 750 km de long, délimitant le Maroc saharien du Maroc atlantique et méditerranéen. À 1 heure de Marrakech, la rivière Ourika trace son chemin à travers ces hautes montagnes. La vallée verdoyante laisse rapidement place à un monde minéral en altitude. Les sommets alentours culminent à plus de 3000 mètres. Ces sommets, Rachid les connaît par cœur. Ce jeune guide berbère parcourt les innombrables sentiers de la région avec des visiteurs du monde entier, partageant sa passion pour ces montagnes isolées. Il a passé son enfance à explorer ces grandes étendues. Chaque source, chaque rocher lui sont familiers. Aujourd'hui, il se bat pour préserver et gérer un trésor, l'eau. Rachid vit à Tizi Noucheg, village perché à 1600 mètres d'altitude. Il aime raconter que ses ancêtres furent les premiers à s'établir ici il y a plus de 800 ans. Tizi signifie col et Noucheg terre glissante. L'argile rouge des montagnes alentours a probablement inspiré les premiers habitants. Aujourd'hui, une centaine de familles peuplent ce village traditionnel berbère dominé par l'imposant plateau du Yagour. L'électricité n'est arrivée qu'en 2001, mais depuis, le village ne cesse de se développer. La construction d'une école et d'une piste l'a métamorphosé. Chaque année, les élèves sont plus nombreux, le village se repeuple. Les familles reviennent s'installer après avoir vécu quelque temps en ville. Pour poursuivre cette dynamique, la gestion des ressources en eau est primordiale. Les précipitations devenues plus rares ces dernières années inquiètent les villageois. Sous l'impulsion de Rachid, ils s'organisent pour faire face à ces changements. C'est un village qui commence à développer depuis 2010. On a créé l'association en 2011. Et de là, on a commencé le premier projet, l'eau potable de les maisons. Comme tu as vu, il y a des contours d'eau. Et là, en face de nous, il y a l'installation d'eau. D'ici, on a partagé l'eau pour toutes les maisons. Comme ça, on a calculé les maisons qui sont un peu là-haut et les maisons qui sont un peu plus bas. Rachid a initié les premiers projets qui ont permis d'améliorer l'accès à l'eau, conscient que l'avenir de son village en dépend. Ça fait pas à peu près 15 jours qu'on a fait cette fontaine pour les animaux. Donc voilà. On a fait un truc, donc et ça coupe tout ça. Tu n'as pas besoin d'ouvrir le robinet de temps en temps s'il y a un animal qui vient te sauver pour boire. Et voilà, donc il y a tout le village maintenant, il y a un réseau de l'assainissement et l'eau potable, toutes les maisons potables. Mariam, ah, Armani, si tu ne fais pas des réunions, tu n'es jamais arrivé. Si tu fais des réunions avec les gens, tu comprends les gens qu'est-ce qu'ils veulent et tu comprends toi aussi. Et là, il y a des idées des gens aussi, comment on travaille, parce que tu ne peux pas faire un truc toi tout seul. En plus, il y a des gens de village qui ont envie de travailler toujours.
Donc c'est ça qui nous encourage plus. Il y a des gens qui nous encouragent aussi derrière nous, qui donnent des dons et comme ça les projets, ça marche. Depuis 6 ans, Rachid tient un petit gîte au cœur du village. Ses hôtes sont immergés dans la culture berbère et deviennent rapidement ses principaux soutiens. Séduits par la personnalité de ce guide atypique. Allez, bismillah. Bismillah. Et les confitures, c'est les gens qui passent par ici qui les achètent ou vous les vendez? Une partie des gens qui passent par ici et la grande quantité c'est à Casa. Là on fait avant que le figue de barbarie. Après il y a des gens qui m'ont montré comment on fait confiture de mûre. Après comment on fait confiture de figue. Après. Depuis, 2 mondes se côtoient dans le gîte de Rachid, donnant naissance à de nombreux projets. Les idées là, ça vient. Moi, j'ai voyagé un petit peu au Maroc. J'ai fait toutes les régions parce que j'ai travaillé un petit peu comme cuisinier avec les agences de tourisme et tout ça. Je connais un peu tout le Maroc. Et je vois des gens, qu'est-ce qu'ils font chez eux. Et de chaque région, je vais prendre une idée de là, une idée de là, une idée de là. Plus, moi, j'ai une petite gîte ici au village. Et je reste les jeunes. Et chacun, moi, quand je parle avec eux, chacun, il m'a dit une idée. De même de tout le monde, il y a des idées de là, de là. En plus, quand je commence, il y a des gens qui m'aident, qui m'aident pour avancer les projets et tout ça, qu'on trouve des choses qui marchent bien. Dis-moi qu'est-ce que tu sais faire et je te dis qu'est-ce que tu peux faire pour nous. La force de Rachid vient de son dynamisme et de son sens du dialogue, le propulsant à la tête de l'association du village qu'il préside. غير 15 سنه كما قال هاد الناس كاين الجفاف نقصنا في اسمه في الفلاحه داكشي اللي تنحرث في الاول راه ما بقاش عندنا دابا عندنا النقص دابا بغينا شي حاجه من التطور في هذا الماء باش نشوفوا القضيه كيفاش هذا الماء اللي عندنا باش نستافدوا كله داكشي اللي عندنا في البلاد. لا الحق كي قلت انا هذه الشكل يا ويتي الناس ديال كيسو ما تسديش نبدا ثمنها النهار ديالو نتمنى التمرك ديال التاويت اين كيروح السوق ولا كل السودان ولكن انت انك ايمان الاستكرام كان الحل دير كان الحل الترم تيتسكرم ما كان الحل استكرام كان الحل وزن مثلا انت كذا من كام السماد ولا تسكن كان تحاول تسكن كان المحاولات هي المشكله ديال السماد هذا ديال الكاس الى دي سي لا سوليسيون كي سو اذا المهم يخسرني المهم خلاص. Il a dit, dans 15 zones-là, ils sont déjà fait à peu près une partie de canalisation en ciment. Donc il a dit, mais la partie qui est obligatoire de refaire, on n'a pas encore refait. Il est encore un peu loin par rapport à les matériels et des choses comme ça. Les anciens comptent sur Rachid pour trouver les solutions qui assureront l'avenir des villageois. Heureusement, les nombreux projets qu'il mène sont sur le point d'aboutir. Donc avant le système de l'eau, nous on boit l'eau dès qu'il y a qui vient par canal d'irrigation jusqu'à le village. On n'a pas l'eau toute la journée et c'est comme ça les gens ils pensent à faire des réserves d'eau comme ça dans le village. Mais on utilise l'eau comme ça longtemps, mais il y a un moment qu'on a un malade qui s'appelle choléra. Il y a 4 personnes qui sont malades, il y a 2 qui meurent et 2 qui leurs parents ils ont un peu d'argent et ils sont ramenés au hôpital soignés. Et de là, les gens ils réfléchissent pour faire quelque chose. Après ce problème-là de maladie, les gens du village ils sont partis chez le CAI des règlements pour demander, pour trouver une solution pour l'eau, pour éviter ces malades-là. Après, il y a les ingénieurs de province qui viennent là, qui voient le village et le problème qu'on a. Alors là ils disent ils vont faire comme ça un bassin.
Et il faut ramener l'eau de source directement au bassin et pour faire les fontaines de le village. Et voilà, c'est comme ça à 2001. Donc il y a une association qui a dit qu'il va nous donner le tuyau. À peu près c'est 2200 mètres entre la source et la réserve d'eau. Et la province elle a construit le bassin et 4 fontaines de le village. Donc la province elle a donné le matériel, la main d'œuvre de travail, c'est les villageois. Après plusieurs semaines de discussions, l'association de Rachid a pu réunir les fonds nécessaires à l'acquisition de 2 km de tuyaux pour remplacer l'ancien. Les nombreuses fuites engendraient le gaspillage d'une grande quantité d'eau. Le nouveau tuyau, bien plus solide, acheminera l'eau potable jusqu'aux citernes du village. Ce projet est le premier d'une longue série qui, à terme, permettra au village de Tizi Noucheg de mieux gérer sa ressource en eau. Je vois si c'est bien, si on le passe par là. Mais il y a des rochers, c'est pas bien. Et on ne le passe pas en bas. Hop, 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 hop. Ouais, c'est l'équerre. Comme ça, les creuses et suivent l'équerre. On trouve des rochers comme ça. Quelquefois, on trouve d'eau. Le grand problème, soit tout le monde 5 mètres. Et donc l'eau peut-être elle va bloquer. Si tu descends, c'est pas sûr que tu vas arriver au même niveau pour le bassin. C'est ça le problème. Tout à l'heure, on a commencé comme ça, mais on est arrivé, on sait qu'on est plus bas. Après, on est parti jusqu'à le bassin. Et là, on commence, ça fait des cairns, tac, tac, mais ça va. Et on a un petit problème et ça va régler. Ouais. Les habitants sont mobilisés pour creuser la tranchée à flanc de montagne. Les amis de Rachid viennent participer à ce chantier majeur qui s'annonce éprouvant. Et ça bouge autant les autres villages C'est Tizi qui bouge beaucoup. Ouais, Tizi. Mais après, Inch'Allah, on va faire avec les autres aussi. Ouais, pour les aider. Oui, pour les aider parce que... Si vous voyez que Tizi est trop... Voilà, très haut et les autres plus bas, c'est... Ils sont toujours lourds. Ils sont toujours lourds. Comme nous, on tire, mais eux, ils sont très lourds. Il faut les aider pour être un peu léger pour nous rejoindre. Ouais. Parce qu'il y a des projets qu'on va faire tous ensemble. On ne peut pas le faire tout seul. Il faut un peu les... C'est pas des dons, mais juste parler comment la solution... Voilà. Mais ça va, alhamdoulilah. Avant 1995, le taux de couverture de l'approvisionnement en eau potable des populations rurales marocaines était d'environ 14%. Après plusieurs épidémies de choléra, le gouvernement marocain décide la mise en place du programme PAGER, programme d'approvisionnement groupé en eau des populations rurales. Aujourd'hui, 92% de la population rurale est ainsi approvisionnée en eau potable. Mais certains villages du Haut-Atlas, peu accessibles, n'y ont toujours pas accès. Alors, moi, je veux voir un peu avec le chef. Abdelaziz gère l'organisation du chantier, assisté de près par Rachid. Ce duo constitue le moteur de l'association de Tizi Noucheg, sans cesse en action pour concrétiser les projets et développer le village. La forte pente et les températures dépassant les 30 degrés fatiguent les organismes, mais les hommes du village sont habitués à ces conditions difficiles. Ils travaillent habituellement dans les champs en contrebas. Quelques jours par mois, ils donnent de leur temps pour mener à bien les différents projets. Sans leur implication, rien ne serait possible. Les plus jeunes s'associent naturellement aux travaux. Derrière ces pierres se cache la source qui alimente les 600 habitants de Tizi Noucheg en eau potable. Elle provient du plateau du Yagour, véritable château d'eau de la vallée. De nombreux lacs stockent l'eau et la neige en hiver et au printemps, créant des réserves pour la saison sèche. L'eau s'infiltre dans les anfractuosités de la roche et ressurgit plusieurs centaines de mètres en contrebas. Naturellement filtrée, sa qualité est excellente.
Aux heures les plus chaudes, un véritable banquet berbère se met en place au cœur de la montagne. Les couscous et tagines cuisinés par les femmes du village viennent rassasier les travailleurs fatigués. L'hospitalité berbère est mondialement connue. Cette culture est basée sur l'entraide et l'échange. Les conditions de vie souvent rudes favorisent ces liens sociaux forts. Les belles rencontres autour d'un thé ou d'un repas sont nombreuses dans le Haut-Atlas. À la fin de la journée, les premiers mètres de tuyaux peuvent être installés. Il faudra encore plusieurs jours de travail aux villageois pour achever le chantier. La mise en place de l'eau courante dans certains villages comme Tizi Ouzheg est une avancée très importante, surtout pour les femmes, à qui incombait auparavant la corvée de l'eau. Soulagées de cette tâche, leur condition s'est améliorée. « 80%, c'est des gens qui n'ont rien. Donc on a fait un moyen avec tout le monde, c'est pas que nous. On a fait un grand réunion, tout le village, et là on part. Combien on va faire? On va faire, par exemple, on va faire 5 dirhams pour 1 mètre cube. Non, c'est cher pour moi. Moi je ne veux pas. On fait 3, non. On fait 2, non. Et là on a fait comme ça. Tout le monde est d'accord pour 1 dirham. Pour un temps, donc c'est la moyenne. 500 litres. Voilà, 5 tonnes pour chaque famille. C'est là on a fait 5 dirhams jusqu'à 5. Plus du 5, 2 dirhams. Jusqu'à 12, plus de 12, 5 dirhams. Donc voilà, c'est là on arrive à tout le monde d'accord, voilà. Si tu vas économiser l'eau, voilà, tu ne peux pas payer cher. Si tu veux, donc tu payes un peu plus cher. L'eau potable n'est pas gratuite pour les villageois. L'association a mis en place une tarification en fonction des revenus des familles pour pérenniser le système dans le temps. La première régie d'eau potable de la vallée est à Tizi. L'argent collecté sert à entretenir le réseau. C'est aussi un bon moyen pour éviter une surconsommation. Si l'arrivée de l'eau courante dans les maisons a amélioré les conditions de vie des habitants, la production d'eau usée est devenue problématique. L'eau, il va haut, parce que le village il était installé sur un rocher, donc tu ne peux pas faire des puits purgés pour les toilettes et les douches et pour l'eau. Rachid avait anticipé le problème il y a 2 ans en initiant la mise en place d'un réseau d'assainissement dans le village. Plusieurs semaines de travaux ont permis d'enterrer des centaines de mètres de conduite. La mise en place des égouts n'a pas été sans difficulté. Les faibles moyens dont dispose le village ne permettant pas l'utilisation de machines, tout a dû être creusé à l'aide de pioches, de pelles et de baramines. Le matériel nécessaire a pu être financé grâce à l'association du village. Il y a des égouts de 20 cm. L'assainissement, après, il est parti un peu loin du village, à peu près 400 mètres ou 500 mètres du village. Et là, on va faire 3 bassins pour filtrer l'eau. Après, là, l'eau, on va utiliser dans les champs. Les coûts d'entretien du réseau seront assurés par les habitants eux-mêmes et dépendra de leur consommation en eau potable. L'assainissement des villages du Haut-Atlas se limite souvent à la présence de simples latrines. Les eaux usées se déversent à proximité avec un risque de contamination pour les habitants et les autres villages en contrebas. À Tizi Ouzheg, le raccordement de chaque maison permet de collecter les eaux usées domestiques et limite ainsi la pollution. Aujourd'hui, les eaux usées de Tizi Ouzheg s'écoulent encore à l'extérieur du village, mais plus pour très longtemps. Le système de traitement des eaux usées souhaité par les habitants va enfin voir le jour. L'aide précieuse d'ingénieurs français a permis de dimensionner 3 bassins de lagunage qui accueilleront les effluents. La taille des bassins dépend de la consommation en eau du village. Rachid l'a estimé à 500 mètres cubes par mois pour 600 habitants. Le dimensionnement des bassins prend en compte la probable augmentation de la population de Tizi Ouzheg dans les années à venir. On a cherché plusieurs endroits pour faire les bassins.
C'est le seul endroit qui est un peu possible de faire les bassins parce que pour un peu laisser un peu des champs encore plus bas pour irriguer là, pour utiliser l'eau qui vont sortir des bassins de traitement des eaux usées. Rachid prend les dernières mesures en compagnie d'Abdelaziz avant de démarrer le chantier avec tous les villageois dans quelques jours. On va faire les 3 grands bassins pour les gens qui reviennent au village. Aujourd'hui, on a 600 habitants. Dans le futur, peut-être ça sera pour 800, 900 personnes. C'est ça, on va faire des grands bassins pour les prochaines années. Les bassins là, ce soir, on va faire les murs avec le béton. Comme ça, au fond, on va mettre la terre, l'argile qu'on a ici de le village. Si on arrive, parce qu'il y a 2 bâches, mais peut-être ça coûte un peu cher, mais on va essayer d'utiliser les matériels locaux. Ce projet d'assainissement est unique dans la vallée et probablement dans tout le Haut-Atlas. La technique de traitement de l'eau par lagunage fonctionne généralement bien, mais dépend beaucoup des conditions climatiques du site d'installation. À 1600 mètres d'altitude, les températures hivernales peuvent impacter le bon fonctionnement épuratoire. Le village de Tizi va donc devenir un site pilote pour ce type de traitement dans cet environnement particulier. Si l'expérience est concluante, le faible coût de cette technique permettrait son développement dans d'autres villages. Dans quelques temps, les bassins ressembleront à cela. Le mécanisme d'épuration par lagunage est basé sur le maintien d'un véritable écosystème. Les eaux usées s'accumulent dans le premier bassin. La lumière du soleil pénètre dans l'eau et fournit l'énergie nécessaire au développement de microalgues, qui consomment du dioxyde de carbone et une partie de la pollution de l'eau pour croître. Elles produisent en retour de l'oxygène, indispensable au développement de milliards de bactéries dites aérobies, qui vont véritablement digérer la pollution. L'eau s'épure ainsi en restant plusieurs semaines dans le premier bassin. Dans les 2e et 3e bassins, la présence de plantes affine la qualité de l'eau, qui pourra être utilisée pour l'irrigation des champs en contrebas. La réutilisation des eaux usées traitées est une solution d'avenir pour répondre aux problèmes de raréfaction de l'eau qui touchent notamment l'agriculture. Son avantage est double. Elle permet une économie des ressources en eau en amont et une réduction de la pollution en aval. Au village de Tizi Noucheg, la réutilisation des eaux usées va permettre d'irriguer plusieurs parcelles abandonnées dans le passé, faute d'eau disponible. Dans le Haut-Atlas, les précipitations ne dépassent pas 250 mm par an en moyenne. Les Berbères ont su s'adapter à ces conditions arides en construisant des kilomètres de canaux qui permettent d'irriguer les cultures en terrasse. Ce système d'irrigation traditionnel permet la culture de champs de céréales ou de légumes qui forment une mosaïque de verre. Dans ces vallées, l'agriculture de subsistance domine. Les paysans du village captent directement l'eau des oueds pour irriguer leurs terres. Aujourd'hui, Rachid part repérer des zones de captage pour alimenter de nouvelles parcelles. Il est accompagné d'ingénieurs français venus l'aider dans ses projets. La mule, véritable 4x4 berbère, portera le plus gros de l'équipement jusqu'à un canyon situé près du village. En hiver, le Haut-Atlas est exposé aux perturbations atlantiques, parfois accompagnées de pluies diluviennes. Une très grande quantité d'eau peut se déverser en quelques heures. Le sol peu perméable et la végétation rare et clairsemée ne permettent pas de stopper le ruissellement de l'eau. L'intense érosion a sculpté de profonds canyons au cours du temps. Il vient du plat de Diabolo et Auré. Mais c'est beaucoup de sources. Il faut le donner, je sais. Mais au été, il n'y a pas beaucoup d'eau. Il y a moins. Je connais bien la rivière, mais c'est la première fois que je fais avec l'effort. Allez, c'est moi le minuteur. Allez, vas-y, commence ça. Allez.
champs qu'il y a derrière de la montagne. Parce qu'avant, il y a eu un canal qui passe par là, mais les orages, la pluie, il y a beaucoup d'eau, et ça, il est parti tout. C'est ça, j'ai acheté le tuyau parce qu'il est déjà cultivé les champs. C'est là qu'on a fait le canal, c'est longtemps, c'est ça, il a mis le tuyau. Après, c'est toi qui perds, c'est là-bas. D'accord. C'est bon. Voilà. Voilà. Chauffe le mouche-pied. Armés d'une perceuse et de pitons, ils équipent la paroi pour pouvoir descendre les cascades à l'aide d'une corde de rappel. Douche froide garantie. L'eau est la principale richesse de la vallée de l'Ourika. Plus bas, elle permet d'irriguer l'immense plaine agricole du Haouz et d'alimenter en eau potable Marrakech, 5e plus grande ville du pays. Aujourd'hui, la nappe phréatique du Haouz est surexploitée. Plusieurs milliers de points de prélèvement existent pour l'approvisionnement en eau potable, les besoins de l'agriculture et le tourisme. Le développement économique de la région nécessite une mobilisation des ressources de plus en plus importante. Le village de Tizi Noucheg irrigue ses champs grâce à l'eau provenant du plateau du Yagour. Les eaux de pluie s'infiltrent dans le sol et s'écoulent dans les canyons. Elles sont alors captées en amont du village par une digue rudimentaire appelée Ougoug. Cette digue permet de dévier l'eau d'un oued vers une séguia primaire qui l'achemine jusqu'à des bassins de stockage. En été, seul un mince filet alimente ces bassins. Le partage de l'eau est fondamental dans la culture berbère. Des règles ont été établies entre Tizi et les villages voisins il y a plus de 350 ans. Chaque source est attribuée à un village en fonction de sa situation géographique, mais aussi du jour ou de la nuit. Les anciens du village de Tizi Noucheg s'attachent à faire respecter ces lois pour garantir un accès à l'eau à tous les habitants. Les villageois se partagent équitablement l'eau accumulée pendant la nuit. Ils irriguent tous les 7 jours en hiver et tous les 14 jours en été. À tour de rôle, les familles désignent un représentant pour répartir la quantité d'eau attribuée à chaque parcelle. Cette quantité dépend du nombre d'aranim que chaque famille possède. L'aranim, littéralement roseau, est l'unité traditionnelle de mesure. 2 roseaux de 4 mètres sont disposés en croix pour délimiter l'unité de surface agricole de base. Chaque jour, l'eau stockée dans les bassins sert à irriguer environ 440 aranim. Le responsable du jour partage l'eau équitablement en fonction du nombre d'aranim que possède chaque famille. Pour cela, il mesure précisément l'abaissement du niveau du bassin à l'aide d'une tige de noisetier et de ses doigts. 2 doigts correspondent à l'irrigation d'environ 10 aranim. Depuis les bassins, l'eau poursuit son chemin via des séguias secondaires jusqu'aux champs, au gré de l'ouverture ou de la fermeture de petites digues de terre. Quand une parcelle est inondée, un coup de bêche suffit pour dévier l'eau vers une autre parcelle. Les centaines de champs de la vallée sont tous irrigués de la même façon. Ce travail est fastidieux mais nécessaire pour assurer de bonnes récoltes.
L'irrigation traditionnelle berbère consomme beaucoup d'eau. L'inondation des parcelles apporte plus d'eau que les besoins réels de la plante, et l'utilisation de canaux rudimentaires en terre ou en pierre engendre d'importantes pertes d'eau par infiltration et évaporation. Dans chaque 100 mètres, il y a 10% qui se perdent de l'eau parce que les canaux ils sont en terre et les pierres. Donc il y a beaucoup d'eau qui se perd comme ça. Mais si on fait le projet là de tuyaux dans toutes les parcelles, donc on va cultiver tous les champs, même en été, qu'on n'a pas d'eau. Parce qu'on va récupérer l'eau qui se perd. Avec le changement là, on va cultiver beaucoup de légumes. Les gens ils vont gagner un peu plus d'argent comme avant. En plus, il y a des champs encore derrière le village qui sont dans la vallée. Là aussi, on a commencé à faire les arbres fruitiers, par exemple, comme les cerisiers, qui n'ont besoin pas beaucoup d'eau en été. Il y a des pommiers qui ont besoin un petit peu de l'eau. Mais on va faire même les arbres qu'on peut mettre dans des endroits où on ne peut pas irriguer, comme on dit, carobier. L'un des projets de Rachid est d'installer un système de goutte à goutte pour permettre la culture d'arbres fruitiers ou de légumes dans les parcelles asséchées en contrebas du village. Il peut compter sur l'aide de son ami Sylvain, ingénieur agronome français. Tu vois, à partir du plan, est-ce qu'on peut suivre les canaux principaux d'irrigation? Parce qu'il va falloir qu'on mesure les points d'altitude à chaque endroit. On va aller voir le bassin. La première, c'est la deuxième. On va mesurer l'altitude au bassin pour voir le point haut, d'où vient l'eau. D'accord? Et après, on va descendre chaque canal. Donc le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, jusqu'au dernier, pour mesurer la pente. On va d'abord au bassin et on va commencer là-bas. D'accord. Ok? Wacha. Yallah. Sylvain, accompagné d'Abdelaziz et d'Ahmed, doit déterminer la quantité d'eau totale disponible pour l'irrigation des parcelles du village. Cette information est précieuse pour ajuster l'apport en eau des cultures et dimensionner le futur système d'irrigation. Celui-là, juste pour faire une petite réserve d'eau. Ok. Le matin, c'est rempli. On débouche la vanne pour irriguer les champs. Okay. On mesurera le bassin. Juste après, on va d'abord aller au grand bassin pour le mesurer. Le système de goutte à goutte est composé de tuyaux percés qui amènent l'eau directement à la plante, en limitant les pertes par infiltration et évaporation. Pour qu'il fonctionne, une certaine pression est nécessaire. En connaissant le volume d'eau disponible et la hauteur de pente entre les bassins de stockage et les parcelles les plus basses, il sera possible d'estimer cette pression. On mesure la profondeur? « 2,50 m, plus la vase, il y a 20 cm de vase. Vous allez le nettoyer? Oui. En améliorant les pratiques d'irrigation ancestrales, les économies d'eau peuvent être conséquentes. Rachid est conscient que ce projet de goutte à goutte est ambitieux. Sa mise en place prendra du temps, car les habitants sont habitués depuis toujours à l'irrigation ancestrale par inondation. Les initiatives du village de Tizi Noucheg font écho au-delà des frontières de la vallée. L'information est arrivée jusqu'à l'université de Marrakech, où 2 scientifiques spécialistes de la gestion de l'eau s'intéressent au projet mené par Rachid. Olivier et Younes appartiennent au laboratoire TREMA, où des chercheurs de l'Institut de recherche pour le développement et de l'université Kadi Hayat de Marrakech collaborent pour améliorer la gestion de l'eau dans les régions sud-méditerranéennes. Une grande partie de nos travaux se dirige vers le Haut Atlas, ce qu'on appelle le Haut Atlas de Marrakech, qui est donc le château d'eau de la plaine. On cherche à quantifier donc, les apports qui arrivent des affluents atlasiques. On travaille beaucoup sur la compréhension du fonctionnement hydrologique de ces bassins, l'interaction entre les eaux de surface et les eaux souterraines, mais aussi donc, comprendre les interrelations entre la plaine et la montagne. Les projections climatiques convergent vers un réchauffement qui est déjà sensible depuis les 50 dernières années. La diminution annoncée des précipitations en fait, pourrait faire diminuer la productivité agricole, notamment sur les zones pluviales, de 50% à l'horizon 2020. Les ressources en eau du bassin du Haouz, il se caractérise par une quasi-saturation de mobilisation des eaux de surface. La moyenne donc, des eaux de surface mobilisées est autour de 80%. Ceci est dû à l'accroissement de la population et à l'émergence de nouvelles demandes
en l'occurrence la demande touristique ou à la demande agricole, qui est une demande classique dans la plaine. L'irrigation représente 80% en fait, de l'eau consommée environ. Le lien entre disponibilité en eau et productivité agricole devient critique. On a une réduction très importante des apports en eau de surface, ce qui fait que la pression se met de plus en plus sur les eaux souterraines. La succession des périodes de sécheresse, qui ont commencé à la fin des années 70, contribue à des baisses de la nappe qui sont de l'ordre de 1 à 2 mètres de baisse par an. Les deux scientifiques sont très souvent sur le terrain, mais aucun d'eux ne s'est encore rendu dans les hauteurs de la vallée de l'Oureka, où se situe Tizi Noucheg. Je suis bien intéressé de visiter ce village et discuter avec les habitants de Tizi Noucheg, voir en fait les pratiques qu'ils utilisent pour irriguer les cultures en terrasse et quelle vision ils ont de la gestion intégrée de l'eau au niveau d'un village. Ils décident de passer quelques jours au village pour mieux comprendre les problématiques locales liées à l'eau et découvrir les solutions initiées par Rachid. Salam alaikum. Salam alaikum. Sidi Labas. L'association cherche les matériels et les villageois et son travail. C'est la main d'ombre, c'est gratuitement. Après là, donc on est travaillé à peu près. Vous avez réussi à creuser là, les tranchées Oui, tout à la main avec les matériels. Ouais. C'est de la roche en fait. Là, oui, ouais. Mais on essaye de faire le plus possible. Il y a des endroits où on met que le ciment, il y a des endroits qui durent, on a mis juste du ciment, on a caché le tuyau en ciment. Il y a des endroits où on a creusé. Par exemple, dans les champs, parce que le grand tuyau qui passe, on dit wad, grand wad, il était creusé dans les champs, des parcelles. Et comme ça, il est bien enterré, et voilà, il est parti droit. Dans le village, c'est comme ça. Avant, j'ai fait la peinture d'immeubles. J'ai fait un poteau au Maroc. Mais après, quand je suis marié, j'ai ramené ma femme à Marrakech. Elle m'a dit, moi, je veux aller au village, je ne veux pas rester là. J'ai dit, alors, donc si tu ne veux pas là, on peut monter au village, on crée une gîte, on commence petit à petit. Et il a dit, moi, il fait la cuisine, et moi, je cherche les clients et je fais le guide. Même, je n'ai pas autorisé de faire le guide, parce que je n'ai pas les papiers. Si tu veux avoir un diplôme, une carte de guide, il faut un niveau bac. Moi, je n'ai pas de niveau, je n'étais pas à l'école. Et voilà, on a créé le gîte, il a grandi. Et comme ça, je parle un peu français aussi avec les gens. Avant, je ne parle pas français, mais comme ça, petit à petit. Et voilà, quand je rencontre les gens. Demain, on peut monter au plateau d'Yaoui, Inch'Allah. On voit comme ça, on voit toute la région, c'est magnifique. C'est les rois du monde. La montée au plateau du Yagour commence au petit matin. 900 mètres de dénivelé séparent le village du sommet. Olivier et Younes tentent de suivre leur guide. Rachid appelle cela un réveil musculaire berbère. La récompense qui les attend au sommet leur fait vite oublier la fatigue. Le Yagour fait partie de la zone des hauts plateaux. Le grès est la roche dominante de ces falaises qui frôlent les 300 mètres. La vue sur les plus hautes montagnes de l'Atlas est exceptionnelle. Au loin, le Toubkal culmine à plus de 4100 mètres d'altitude. Le roi du monde. À partir du 1er avril jusqu'à 15 juillet, interdit pour les moutons pour monter ici. Pour éviter qu'il n'y a rien à manger en bas, les bergers montent là, ils trouvent encore l'herbe pour les animaux. S'il y a quelqu'un qui monte ici au moment où c'est interdit, il paye 1000 dirhams. Si on arrête, s'il ne veut pas ici, donc il va payer 2000 dirhams chez le caïd. Et qui c'est qui fait la police? C'est tous les villageois, tout le monde. Maintenant, par exemple, comme moi, je monte de temps en temps là, si je veux quelqu'un, je veux l'arrêter. J'ai le droit de choisir un mouton. Oui, c'est comme ça. Si je veux l'arrêter, j'ai le droit de choisir le mouton que je veux, je vais le gorger sur place. C'est vrai? Oui, c'est vrai, comme il veut. Soit un mouton de 700 dirhams ou 500 dirhams, ou 1000 dirhams, ou 2000 dirhams, comme il veut. Donc, il va payer, il va payer. Sur ces hauts plateaux, les bergers maintiennent une activité traditionnelle de pastoralisme. Les conditions sont rudes et le confort spartiate dans ces petites bergeries en pierre sèche. Ils gardent les troupeaux de chèvres ou de moutons pendant plusieurs mois, ne redescendant que très rarement au village.
ces grandes étendues herbeuses sont parcourues depuis longtemps par les Berbères. Plus de 2000 gravures rupestres ont été répertoriées sur le Yagour. Les gravures rupestres qui sont là dans la lamine Ahmo, c'est 2000 jusqu'à 3000 avant Jésus-Christ. C'est les anciens qui sont habités au plateau du Yagour. Les silhouettes d'animaux ou d'hommes souvent armés illustrent le quotidien parfois conflictuel des bergers de l'époque. En altitude, l'eau est stockée sous forme de neige qui s'accumule en hiver. Au printemps, cette neige va fondre progressivement et garantir un apport en eau pour les habitants des vallées en contrebas. Aujourd'hui, les chercheurs de l'IRD et de l'Université de Marrakech sont capables d'estimer la quantité d'eau issue de la fonte du manteau neigeux par télédétection. Ce principe de mesure s'appuie sur un satellite d'observation qui gravite à plusieurs centaines de kilomètres au-dessus de la Terre. À chacun de ces passages, il va détecter la lumière réfléchie par la surface terrestre ciblée et peut par exemple différencier la neige très claire des sols rocheux ou cultivés plus sombres. Les données récoltées quotidiennement sont ensuite traitées par des logiciels et des outils de modélisation pour quantifier le manteau neigeux et en déduire son équivalent en eau. Cette information est très précieuse pour les gestionnaires. On a besoin d'aller sur le terrain, à la fois pour valider en fait, ces mesures de télédétection, puisque ce sont des mesures qui sont relativement indirectes. En fait. Pour parler du manteau neigeux, on a besoin de passer d'une surface observée par télédétection à un contenu en eau. Donc pour ça, on fait des mesures directes sur le terrain, soit par des stations pour avoir un suivi en continu, soit en complément, donc à la main pour faire un suivi spatialisé, donc le long du transect souvent. Alors ce qui est important, c'est d'avoir un suivi régulier tous les jours, parce que la variabilité est très forte en fait ici, avec un soleil qui tape très fort, une demande évaporative très importante. Mais il y a des satellites qui passent tous les jours, donc ils peuvent fournir cette information quotidiennement. D'accord. Après l'idée, c'est une fois qu'on a quantifié en fait, ce manteau neigeux et son équivalent en eau, grâce à des modèles, et on estime que dans la région, en fait, 30% des écoulements de surface sont issus de la fonte des neiges. Donc on a observé des variabilités interannuelles de 10 à 30% suivant les années depuis les années 2000. Donc au niveau des tendances, on a observé un nombre de jours enneigés qui augmente en fait aux hautes altitudes et qui diminue aux basses altitudes, avec une date de fonte qui est de plus en plus précoce. La précision des images satellites peut atteindre quelques mètres. La compilation des images prises par le satellite taïwanais Formatsat 2 offre un survol spectaculaire du bassin versant de la Réraya. Les données récoltées permettent aux scientifiques de caractériser le cycle de l'eau dans le Haut-Atlas et ainsi de proposer des solutions de gestion durable. Ces recherches sont primordiales pour les régions sud-méditerranéennes, où la consommation en eau augmente alors que les ressources s'amoindrissent d'année en année. La télédétection est devenue un outil incontournable pour la gestion de l'eau. En plus de quantifier le couvert neigeux, elle permet de mieux gérer l'apport en eau des cultures. Un apport essentiel de la télédétection ici, c'est la possibilité de suivre en fait, au cours de la saison un indice de végétation qui nous donne une information sur le stade de développement de la culture. Nous disposons de modèles en fait, qui permettent d'estimer l'évapotranspiration des cultures, qui peuvent être utilisés par les gestionnaires en fait, pour estimer la consommation en eau des cultures ainsi que le besoin en eau. L'indice de végétation peut être couplé à d'autres données, comme la température du sol, qui donne une information sur l'état de stress hydrique de la végétation. Ça, c'est le canal qui alimente en fait, l'irrigation des cultures. Ça, c'est le canal qui ramène l'eau de source. Après, il y a une réserve là, qui est là où les gens gardent l'eau pour la journée. Mais le soir, l'eau rentre au village. Après, le 5e source qu'il y a là-bas, un peu loin, c'est lui qu'on a ramené directement au village. Ça, c'est l'eau potable. Est-ce que tu connais la proportion d'eau qui est utilisée pour le village, pour les usages domestiques et pour l'irrigation des cultures? Ça, je ne sais pas, mais donc, pour le village, c'est pas grand-chose. Pas grand-chose par rapport à l'irrigation? Oui. Tu partages ça, la quantité là, 5 fois ou 6 fois, et puis partie là qu'on a ramené au village. Le massif de l'Atlas est le château d'eau du Maroc. De nombreuses oueds comme l'Ourika prennent leur source sur ces pentes abruptes avant de s'écouler vers l'Atlantique ou la Méditerranée. L'eau est l'un des principaux facteurs limitants du développement économique du pays.
Elle est primordiale pour l'agriculture, qui utilise plus de 80% de la ressource, mais aussi pour l'hydroélectricité. L'accroissement rapide des besoins en eau, couplé aux sécheresses récurrentes, augmente sans cesse les pressions sur cette ressource naturelle limitée. En posant des questions à Rachid, on s'est aperçu qu'en fait la proportion de l'eau qui était utilisée pour l'agriculture irriguée et l'eau domestique, donc pour la maison, était à peu près du même ordre que ce qui est consommé à l'échelle du bassin versant. Au final, un village de 600 habitants en fait, a beaucoup de similitudes en termes de gestion d'eau et d'utilisation qu'un bassin versant où habitent 3 300 000 personnes. Alors, l'eau de ces sources de montagne, il est sur une eau donc très douce et on va voir donc une mesure de l'eau qui est utilisée pour l'alimentation en eau potable ici, mesure de la conductivité électrique. Donc c'est une conductivité de 195 microsiemens par centimètre. Cette mesure est donne juste la salinité, la salinité. 150 mg, quelque chose comme ça, par litre bien sûr. Pour la potabilité, il faut faire des analyses. La volonté des gens qui constitue le moteur pour que ces gens cherchent à améliorer la qualité de leur vie au sein du village. Ils ont eu des mauvaises expériences par le passé. Donc Rachid nous a parlé de cas de choléra avant l'installation de ce projet. Tous ces projets doivent être entretenus. Tous ces projets aussi doivent être développés. Donc le village va certainement s'agrandir. Ses besoins en eau vont aussi augmenter. Le projet d'assainissement, scientifiquement, il faudra faire un petit suivi de ce projet. C'est l'un des premiers projets dans ces vallées. Sa réussite est un enjeu pour les villages, pour tous les villages là, de la région. Je crois que ce qui m'a le plus marqué au travers des discussions avec Rachid, c'est la capacité de ce village à s'autogérer. En fait, tous les habitants de ce village s'impliquent et participent au développement. Développement qui est multifacette, donc l'eau bien sûr, on est venu pour ça, l'accès à l'eau potable et ensuite l'assainissement qui suit de suite, la piste qui permet de désenclaver le village et l'école, puisqu'en fait il existe un système en fait, de parrainage des enfants qui permet en fait, de financer les fournitures scolaires. Le village de Tizi Noucheg est un modèle d'adaptation. Ses habitants ont su s'inscrire dans une dynamique qui a permis d'améliorer considérablement leurs conditions de vie. Il s'évertue à développer un mode de gestion durable des ressources en eau du village. Chaque utilisation est optimisée pour en limiter les pertes. Dans un futur proche, le traitement des eaux usées offrira même des réserves supplémentaires pour l'irrigation. L'entraide et l'ingéniosité des Berbères constituent le moteur de ces projets, réponse nécessaire au changement climatique en cours. Derrière ce succès se cache un homme, Rachid. Visionnaire, débrouillard et fédérateur, il porte les projets avec son cœur pour assurer l'avenir de son village. Pour faire un exemple, pour tous les villages, c'est plus possible. Notre idée maintenant, on pense pour notre village arriver autonome, c'est ça? Autonome, il y a tout. Pour les légumes, on va faire beaucoup de légumes. On sait pour faire les légumes bio. Aussi pour les ruches, les abeilles. Pour faire des projets comme ça, par exemple les tapis, les confitures. Des choses, il faut utiliser des choses qu'on a ici au village. Pas, voilà. Pourquoi on laisse les trucs? On est riche, comme on dit. Mais c'est pas il faudrait aussi riche dans la tête parce qu'on a beaucoup. Il y a beaucoup de choses qui sont autour de nous, mais nous on n'utilise pas, on ne connaît pas comment l'utiliser. Donc là, il faut chercher. Quand tu m'as dit hier, tu as toujours travaillé. Moi, je cherche toujours pour trouver des nouvelles choses. Si Tizi Noucheg a su prendre les bonnes décisions, beaucoup reste à faire dans d'autres villages du Haut-Atlas. Rachid souhaite leur faire bénéficier de son expérience. Son travail ne fait que commencer.
Thank you.